j'ai misé sur... j'ai tout le public possible, donc des gens qui n'ont jamais trop greffé. Et donc, je vais essayer de reprendre des bases et après, on va aller de plus en plus loin dans les concepts autour de la greffe. Donc, je vais vous parler des fruits de la résilience, un super projet de recherche participative qui réunit pas mal d'acteurs. Je vais détailler plus loin dans la conférence le rôle de chaque acteur, mais bon, on peut déjà citer Pays Arbres, je pense que vous en avez entendu parler, surtout si vous venez à la fête de l'arbre. Normalement, on connaît tous Pays Arbres. Le Suivant Bio 34, que tout le monde connaît ici aussi. Le nom de ma structure, c'est le point clé. Voilà. Et après, il y a certains agriculteurs qui sont là depuis le début. Un certain viticulteur à Vic-la-Gardiole. Et une certaine pépiniériste aussi qui est à Soumont. Je vous parlerai un peu plus d'eux tout à l'heure. Et depuis le début, on a le Pays Cœur d'Heureux qui nous soutient, donc financièrement et en communication, et plein de soutien. Et après, on a réussi à débloquer un financement européen, issu d'un programme Leader. Donc, c'est les logos qui sont ici. Donc, c'est géré par la région. Et du coup, on a le financement Leader qui est cofinancé avec l'Agence de l'eau. Si vous avez des questions sur ces financements, je serais ravi de vous en parler aussi. Pour parler de pourquoi c'est moi qui vous présente le projet, c'est parce que je suis le chef de file sur ce projet en tant que point clé. Mais aussi, j'ai eu la chance d'avoir une friche il y a une dizaine d'années, un terrain en friche il y a une dizaine d'années avec des centaines de porte-greffes. Et je me suis amusé à les greffer de plein de choses. Je me suis vraiment amusé. Bien sûr, j'ai rencontré l'équipe de Pays Arbres, Tanguy, Martin, et tous les greffeurs un peu foufous de l'époque. Et on a créé une bonne zone stimulante à l'ODEV où on s'est amusé à greffer plein d'arbres. Et donc pendant 10 ans, on s'est amusé à faire plein de choses. Et on s'est dit quand même, ça marche vraiment bien cette greffe, ça serait bien qu'on le démocratise et qu'on passe au niveau un peu plus supérieur, c'est-à-dire on prouve vraiment que ce qu'on fait c'est bien. Parce que c'est beau de faire des petites expérimentations à droite à gauche, mais ça reste de l'empirisme, c'est-à-dire, voilà, peut-être c'est le pif qui fait qu'on a des bons résultats, ou voilà, donc si on veut pouvoir le promouvoir, eh ben, il faut avoir des données concrètes et dire voilà ce qu'on fait, que quand on applique tel protocole, on arrive à avoir tel résultat. D'où l'idée du protocole de recherche, que citerai tout à l'heure. Et moi, venant du monde de la recherche, c'est pour ça que je me suis pris... ça m'a... Comment on dit? Voilà, j'ai eu envie de le porter, le projet. Voilà, il se trouve que j'ai écrit un bouquin incroyable qui s'appelle La greffe sur fruitiers sauvages. Parce que pareil, avec l'équipe de Pays Arbres, ça fait des années où on se dit il faut que ce bouquin existe, parce qu'il n'y avait pas de bouquin technique sur la greffe sur fruitiers sauvages. Il y a Maurice Chaudière qui avait déjà bien défriché le terrain, mais le bouquin n'était pas assez technique, donc on s'est dit faut qu'il se fasse ce bouquin, et au bout d'un moment, je me suis dit que j'allais le faire. Donc voilà, c'est les quelques raisons pour lesquelles je me suis senti avoir assez de légitimité pour pouvoir embarquer tout ce monde dans ce projet. Je regarde. Voilà. Et donc pour résumer en une phrase choc, le but du projet, donc tes fruits de la résilience, c'est proposer des itinéraires techniques basés sur notre expérience pour implanter des vergers plus résilients. Donc l'idée c'est, a priori on a des bons résultats en greffant des arbres fruitiers sauvages. Comment on fait ça au service de l'agriculture de demain? Voilà. On va approfondir tout ça. Donc le plan de la conférence c'est rappel niveau 1. C'est là où il ne faut pas hésiter à m'interrompre et me dire j'ai pas bien compris, c'est quoi ça, etc. Et surtout, si je passe trop vite à un concept que vous ne maîtrisez pas, vous me dites, vous levez la main, vous dites Clément, j'ai pas bien compris. Est-ce que tu peux revenir là-dessus? Et avec grand plaisir, je détaillerai. D'accord? Donc voilà, on va faire un rappel technique autour de la greffe. Après, on va basculer sur qu'est-ce que c'est la greffe sur fruitier sauvage et pourquoi c'est spécifique et pourquoi on ne l'aborde pas tout simplement comme on a l'habitude de l'aborder de manière naturelle. Et enfin, on passera sur le projet des fruits de la résilience et les expériences qu'on met en place. Donc, petit rappel
vu que nous, on veut proposer des itinéraires techniques innovants pour implanter des arbres fruitiers, la question qu'il faut se poser dans un premier lieu, c'est comment on implante des arbres fruitiers de manière traditionnelle. Ou pas forcément traditionnelle, c'est peut-être pas le bon mot. Le bon mot, c'est plutôt actuellement comment on implante des arbres fruitiers. Donc un arbre de fruitier, si vous voulez en acheter un, vous l'achetez. La pépinière du Poitiers. Je pensais pas forcément à une pépinière, ou vous en trouvez en magasin ou des trucs comme ça. Et, et là, ce que je vous présente, ce sont des sions d'un an. Donc c'est-à-dire que la pousse, en théorie, a une année de croissance. Et ces arbres-là sont en racines nues. À votre avis, pourquoi on les fait en racines nues? Ouais, nous on les vend, ils ressemblent à ça. J'ai oublié de préciser, j'ai pas mentionné les légendes des deux photos. Ici, c'est Tanguy Gourmelon, donc un des fondateurs de Pays Arbres, qui inaugure le premier arbre produit à la pépinière du Point-Clé. Donc vous imaginez un peu la fierté de cette... voilà. Et ici, c'est la pépinière associative de Saint-André sur laquelle on fait des expériences avec Pays Arbres. Et on produit des arbres. Venez, venez, il y a plein de places au premier rang. Et voilà, c'est... Je pourrais détailler. Donc on en revient. Racines nues. Pourquoi on choisit des arbres à racines nues? Vas-y, je répéterai au micro. Pour quel est le meilleur système racinaire le plus profond et le plus développé possible la première année? Alors, tu vises un meilleur racinaire, je suis assez d'accord avec toi. En fait, c'est quoi l'alternative aux racines nues? C'est l'arbre en pot. Et on est assez d'accord dans le coin que un arbre en pot a tendance à avoir un racinaire qui est contraint, qui commence à chignonner, et même si on arrive à l'écarter un peu, il a tendance à garder ces problèmes-là et il va le pousser. Donc même si un arbre à racines nues, vous voyez, on le déracine avec un loucher, on va faire un cercle de 20 à 30 cm autour de l'arbre. À la pépinière, d'ailleurs, on est passé avec un micropelle qui nous permet d'aller chercher un peu plus loin les arbres. Dans tous les cas, on finit quand même par couper les racines. Mais on estime que malgré le fait qu'on coupe les racines, on a une architecture racinaire qui est respectée, c'est-à-dire que les racines vont être coupées, vont quand même fourcher, mais continuer à pousser dans le bon sens. Alors que dans un pot, on considère que les racines, elles, se gênent les unes les autres. Donc on pense avoir une meilleure reprise avec un sion. T'es d'accord, Pierre-Yves? Tu veux en rajouter quelque chose? Ah non, ça veut dire je suis d'accord, ça. Non, non, ça veut dire. Ah, ça veut dire moyen? Ah, faut dire comme ça. Vas-y, je te laisse. Vas-y, rebondis, Pierre-Yves. Avec plaisir. Oui, alors moi je me pose toujours la question de la perte des mycorhizes sur sur les racines fines. Comment on fait pour... parce que quand on coupe les racines fines, forcément on perd les mycorhizes qui sont avec. Tu pourrais expliquer ce que c'est qu'une mycorhize. Mm. Et puis voilà. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment une part? Voilà, j'ai toujours un petit peu Ouais. cette inquiétude de perdre les mycorhizes qui sont avec. C'est une très bonne remarque, monsieur. Ouais, et je sais pas y répondre parce que j'ai pas du tout planché sur la question. Je pense que ça pourrait être tout à fait un des sujets que je m'amuserais à lire de la littérature scientifique sur le sujet. Voilà, je sais pas répondre à cette question. En tout cas, le truc, c'est que quand tu as un arbre en pot, l'itinéraire classique pour faire un arbre en pot, je suis pas sûr que tu aies plus de mycorhizes dans le terreau. Attends, toi, tu Non, dirais... il y a une autre une pépinière de Père Ladas, donc, qui se trouve dans la Creuse. Mm, mm. Et Chloé, elle arrache les arbres. Elle les met. Alors, elles sont potiers aussi, donc ils ont des Mm. sacs, ils les met dans des pots. Et ils relaissent raciner là-dedans, parfois. Et souvent, les mycorhizes sont en excellent état. Enfin, Ouais, quoi ton micro? ouais, pardon. Et les taux de reprise sont supérieurs a priori à des plants qui n'ont pas, enfin, qui n'ont pas été traités de cette manière-là. Ok, vas-y, tu. Non, c'est juste pour comprendre, tu coupes les racines par praticité logistique Ouais, pour le transport, quoi. c'est ça. En fait, Donc, il faut déterrer les arbres. Les arbres, là, ils poussent tous les 20 cm. Ils sont en ligne.
Et puis même à déterrer un arbre, c'est super long. Et t'as pas le choix parce que tu vois, l'arbre il est là, mais des fois on arrive à suivre la racine. Donc on arrive à la suivre, on la coupe pas. Mais des fois, tu vois, elle est sous le brouillard là. Et elle va faire 1 mètre ou 2 dans son sens. T'as gardé le micro parce que je sens que vous allez beaucoup parler dans ce cas-là. En tout cas, ouais, les mycorhizes, c'est une très bonne question et ça fait pas partie des questions qu'on se pose dans les fouilles de la résilience, mais ça pourrait être un itinéraire qu'on explore. Voilà. Mon avis personnel, c'est je pense que si le champignon, comment ça s'appelle, symbiotique, a commencé à coloniser l'arbre, je pense forcément tu le gardes dans le coin, mais ça doit être un paramètre sur lequel on peut jouer. En tout cas, c'est, pour moi, acheter un arbre en racine nue, c'est un des itinéraires les moins pires qui s'offrent au grand public. Parce que c'est pratique, on a une variété qui est déjà là, qui est déjà greffée, on a déjà la variété dessus, et on n'a pas le problème de l'arbre en pot. Mais on est d'accord, les résultats sont pas fantastiques, c'est-à-dire que lorsqu'on prend un arbre en racine nue et qu'on va le planter, bah, il demande énormément d'entretien. Il demande beaucoup d'arrosage notamment, et c'est sans des arbres faibles. Donc c'est pour ça qu'on bascule sur le projet des fouilles à résilience, c'est réfléchir à comment trouver un itinéraire qui marche mieux. À savoir qu'à partir du nord de l'Europe, donc le nord de l'Europe commence. Il y a personne qui a vu la conférence de Philippe Martin. Je ne sais pas si il dit ça à chaque fois. Le nord de l'Europe commence au Larzac. À partir du nord de l'Europe, quand on met un arbre, même en racine nue, même en pot ou en terre, en général, il s'en sort assez bien et il pousse. Et c'est très simple. Si vous prenez un arbre en racine nue, vous le mettez et vous ne l'arrosez pas, il crève. Voilà. Les autres dans la France, vous ne l'arrosez pas. Au pire, il vivote, mais j'ai jamais vu un arbre qui crevait en Bretagne parce qu'on ne l'avait pas arrosé. Voilà. Donc, vous avez vu, l'arbre, il a un petit coude. Choup. Et ça, c'est là. Merci. C'est la greffe. Donc, effectivement, le pépiniériste, ce qu'il faut, c'est qu'il vous vende une bonne variété. Donc, pour vous garantir la variété, il faut qu'il clone des arbres. Pour cloner les arbres, on a plein de méthodes différentes. On peut les bouturer, on peut les marcoter, mais la solution de choix pour la plupart des arbres classiques de pépinière, c'est la greffe. Donc, vous voyez, là, j'ai colorié en bleu la partie racinaire, ce qu'on va appeler le porte-greffe. Je risque de dire PG. Je vais essayer de dire porte-greffe. Et la partie aérienne, on appelle ça le greffon. Le greffon, c'est en même temps le petit bout d'arbre qu'on met dessus, mais aussi, par extension, on appelle aussi la partie aérienne le greffon, ou la variété greffée. Si en pépinière, vous avez le choix entre un sion d'un an et un gobelet de 2 ou 3 ans, vous achetez lequel? À savoir que celui-là est à 20 € et celui-là est à 25 €. Donc s'il est plus cher, c'est qu'il est mieux. On est d'accord. Voilà. Voilà. En gros, ça dépend. Moi, je vous conseille toujours de prendre le sion. Si vous avez un jardin, très bien, aucun problème de sol, aucun problème d'arrosage, vous pouvez prendre un arbre en gobelet. Ça marche aussi. Mais voilà, savoir que on préfère partir avec des arbres jeunes. Donc pour revenir, on va définir la greffe. Je regarde dans mes notes si j'oublie rien en même temps. Et je vous ai mis une petite photo de Madame Smith. Ouais, je pense que j'ai pas mis en chose. Donc, c'est l'exemple qu'on utilise souvent parce qu'il est bien documenté. Et on connaît vraiment bien l'exemple de la pomme Granny Smith. Et on a une photo de Madame Smith, donc, qui était une grand-mère qu'on appelait Granny Smith, et vous voyez, de 1868. Pourquoi vous rigolez? Dites-moi. Ouais, super. Merci. Donc, il y a une petite notion que je veux vous faire passer à travers ces diapos. C'est un jour, au fond du jardin de Madame Smith, il y a un pommier qui a poussé. Elle l'a laissé pousser et les pommes qui étaient dessus, elles étaient intéressantes. Elles étaient grosses, elles étaient juteuses, un peu sucrées, pas trop. Mais surtout, elles étaient vertes, elles ne se faisaient pas manger par les oiseaux, ce qui était un gros avantage à l'époque. Voilà, ils ont trouvé cette pomme intéressante et se sont dit, on va la reproduire. Donc comment on la reproduit? On prend, donc l'arbre a bien poussé, on va prendre un tout petit bout là, à l'extrémité avec 2-3 bourgeons. Ces 2-3 bourgeons, on les colle pouf, sur des racines neuves, un autre pommier,
Lui, je l'ai mis en marron parce que c'est pas la même variété que la Granny Smith, mais c'est un pommier. On lui prend ses petites racines jeunes, cloup, on lui met 3 bourgeons, et ces bourgeons ben, vont faire des branches. Ces branches vont faire des bourgeons, ces bourgeons vont faire des branches, et ainsi de suite. Donc, à partir de ces bourgeons, on fait pousser un nouvel arbre. Donc ça a été fait dans les années... ça a été fait au 19e siècle. Tu me spoil la suite ou... Non, non. Dis-moi. J'ai une question. Est-ce que tu as fait des essais comparatifs entre des greffons qui sont pris en haut de l'arbre Ah, trop bien. et en bas, par rapport à la morphogénèse de l'arbre qui va Ah, ça, merci pour cette question parce que je ne l'ai pas mis dans la conférence. Et je l'ai bossé ce sujet. Donc, je réexplique. Il y a, dans le milieu de la greffe, il y a une controverse sur à quel endroit on prend le greffon. Et il y a beaucoup de gens, notamment, qui n'aiment pas prendre ce qu'on appelle les gourmands, c'est-à-dire les pousses vigoureuses. Et par rapport à d'autres branches, en général, on vous dit prenez une branche qui pousse bien, mais à 45 degrés. J'ai lu une étude. C'est les Américains en plus. Les Américains sont forts. Ils ont fait ça sur des milliers d'arbres, des milliers de pommiers. Et ils sont comparés, ils ont fait des séries de centaines d'arbres à chaque fois. Et ils ont fait des greffes avec des bourgeons qui viennent de l'extérieur, donc plein soleil, du milieu, donc à l'ombre, différents angles, et les gourmands ou pas les gourmands. Et la conclusion, c'est... Ça change rien. Ça change rien. Ils n'ont trouvé aucune différence dans les arbres qui ont été formés. Ils ont tous la même gueule. Au bout de quelques années, ils ont tous la même taille. Et sur 1000 arbres, mais 1332 de mémoire. J'invente le chiffre, mais c'est cet ordre de grandeur. Par contre, je crois qu'il y avait quand même un petit... sur les gourmands, il y avait un peu moins de succès à la greffe. Et j'attribue ça au fait que les cellules sont plus grandes, plus larges, et du coup qu'ils sèchent plus facile. Et j'ai l'impression d'avoir remarqué ça en pépinière, c'est que c'est plus facile de sécher un gourmand. T'as une remarque, Paul? Ils ont remarqué aucune différence de vigueur Aucune différence de vigueur, rien du tout. entre le gourmand et par exemple le petit rameau en fait. En les prenant en greffon, tu vois les photos 2-3 ans après, tu as les mêmes arbres, exactement. Tu as les photos et tu as exactement les mêmes arbres. Tu peux pas les différencier. Aucune différence de vigueur, de tenue dans le temps. Non, non, non. Ouais, mais ouais. Bah, écoute, je suis content d'être tombé sur cette étude parce que c'est un truc qu'on répète depuis longtemps. Et je pensais que ça a été fait souvent. Et en fait, l'étude, elle date de, je crois, 1917 de mémoire. Je pourrais vous la retrouver. Et voilà, ça a été fait. À l'époque, ils ont tranché la question. Ils ont dit ça sert à rien de choisir à quel endroit vient. Pourtant, je greffe, j'en ai fait de la greffe et avec ça, enfin, je sais pas vraiment. Ouais. Mais il me semble quand même que l'expérience, je sais pas, il y a des différences quoi. Après, Ça paraît logique, je te dis, au bout de quelques années, tu vois pas la différence entre plusieurs arbres. Ça veut pas dire que la première année, tous se comportent de la même manière. Ça veut dire qu'au bout de 2-3 ans, tu vois pas de différence. Mais pour la première année, moi, dans l'étude, ils n'ont pas fait ce suivi-là. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'effectivement, la première année, tu n'aies pas exactement le même comportement entre les uns et les autres. En tout cas, voilà, moi, je me prive vraiment pas de prendre n'importe quel rameau. C'est le rameau, je le trouve joli, je le prends et je fais mes arbres et je vois pas de... Je n'ai pas observé de différence, mais moi, j'ai pas fait de test de manière rigoureuse. Donc, Si tu le trouves joli. Je le prends. ah ouais, si je le trouve joli, ouais, je prends un rameau, mais tu vois, je m'en fous qu'il soit à 45 degrés ou qu'il soit droit. Oui, voilà, d'accord. Voilà. Je veux dire, oui, là, Si j'ai le choix de ne pas en prendre un tout biscornu, je veux dire la vigueur, ouais, puis la vigueur surtout. Enfin, ouais. Oui, je prends un endroit où je vois qu'il y a de la vie, quoi. quand on peut prendre les yeux sur un petit machin comme ça, et puis sur un gourmand de greffe. C'est ça, je choisis, ouais. C'est celui qui va être le plus pratique. Mais moi, j'ai pas fait ça. Donc, je reviens. On est en train de vulgariser la greffe pour le public qui... Donc, on fait ça depuis Madame Smith. On a pris un petit bout, on l'a collé sur des racines jeunes. L'arbre a poussé et on a encore voulu
la préserver, cette variété. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On reprend un bout de cet arbre. Tac. On prend un bout de cet arbre, on le greffe, ainsi de suite. Donc, on refait plein d'arbres depuis ce nouveau pommier Granny Smith. On fait plein de nouveaux arbres. Et puis, on a voulu préserver cette variété. Donc, on a continué, on a prélevé des greffons, on a fait plein d'arbres, et ainsi de suite. Et si bien que dans le monde, on est arrivé, j'ai regardé les chiffres ce matin, à avoir, je crois, on est monté quasiment jusqu'à 6000 hectares de Granny Smith. Donc la notion que je veux que vous ayez derrière ça, c'est qu'imaginez que ces 6000 hectares de Granny Smith, c'est le bout du tout premier arbre qui a poussé dans le jardin de Madame Smith en Australie. Donc vous voyez, c'est la notion que je veux qu'on ait derrière ça, c'est que les arbres, on arrive à les rendre immortels parce qu'on va leur mettre des racines neuves et qu'on va les rendre. Mais tous, imaginez une forêt d'arbres, c'est le bout de ce petit pépin. Moi, je trouve ça incroyable. Ouais, Du coup, ça veut dire que la Granny Smith qu'on mange aujourd'hui, ça vient de l'arbre de 1868. c'est ça. Ok, merci. Donc effectivement, la Granny Smith que tu vas manger aujourd'hui, elle est issue d'une branche. Et si tu remontes la branche jusqu'au bout, en passant les étapes de greffe, en fait, tu remontes à cet arbre. Mais c'est juste le bout de la branche qui a porté cette pomme. Oui, 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 on peut prendre la Gala, la Pink Lady, etc. Et même, ouais, Pink Lady aussi. Oui, oui, ma femme Pink Lady, je pense pas que c'est pas une semence naturelle. Ah oui, c'est une rare. C'est une obtention INRA. Mais et pour les cépages de vigne, on a des cépages de vigne qui datent des Romains. C'est une méthode comme une autre pour... dis-moi. Ça change rien au goût Ah, est-ce que ça sache que... et aux attaques Donc, des bestioles. voilà. La problématique, c'est que cet arbre a poussé dans les années 1800, je ne sais pas combien exactement, 1800, on va dire 50 au pif. Il est adapté aux ravageurs, aux conditions pédoclimatiques, etc. de l'époque. Et d'un endroit particulier. Et d'un endroit particulier, il est australien cet arbre. Là, on a des centaines d'années après le même arbre qui n'est plus adapté aux ravageurs. Je dis ça, je mens un peu, parce qu'en vrai, les arbres sont capables de modifier un peu leur génétique tout en poussant. Donc maintenant, on est capable de différencier génétiquement 3 sous-ensembles de Granny Smith. Mais c'est pas suffisant en fait, ça évolue génétiquement, mais c'est pas suffisant pour vraiment combattre les pathogènes et les conditions climatiques. La meilleure façon de faire ça, c'est créer des nouvelles variétés. Donc pourquoi on s'embête à préserver les variétés anciennes, si en fait les variétés anciennes sont plus adaptées à nos conditions actuelles? C'est par patriotisme, par... Vas-y, Paul, parle fort. Parce qu'au début, elles ont des propriétés, mais c'est sûr que, comme tu dis, dans le temps, ça va longtemps, ça évolue plus. On protège la filière. Non, mais par exemple, je sais pas, la museau de lièvre, qui est une pomme qui est très bonne, mais qui est pas si... Bon, en tout cas, chez moi, elle est assez sensible aux maladies, je la trouve. Son intérêt, c'est qu'elle a quand même une génétique particulière. Donc si on veut faire des nouvelles variétés, ben, il nous faut plein de variétés différentes qu'on va pouvoir croiser pour pouvoir faire des nouvelles variétés. Si on n'a que la Pink Lady, la Granny Smith et la Gala, Et pourtant, ces savates qui sont multipliées, il y a un goulot d'étranglement génétique c'est ça. Énorme, parce qu'il n'y a qu'une dizaine de pommes qui sont utilisées pour C'est- faire des pommes modernes. C'est ça. C'est exactement ça. Si on garde que quelques pommes modernes pour faire des nouvelles variétés, ben on n'a pas assez de génétique. Il nous faut la petite variété de la rougette de Gourgaz que nous avons dans le coin. Il nous faut de celle-là. Il nous faut aussi la variété qu'on va trouver à Vic-la-Gardiole. Je ne sais pas si vous avez une pomme à Vic-la-Gardiole, mais voilà, il nous faut des variétés différentes sur avoir un grand pool génétique pour pouvoir potentiellement avoir des nouvelles variétés. Voilà. Donc laisser de temps en temps. Et la question, c'est pourquoi tout simplement on ne sème pas en général. On me dit le meilleur moyen d'avoir une Granny Smith, c'est de semer une Granny Smith. Et comme ça, vous avez un arbre Granny Smith. Le problème, c'est que plus les arbres aiment bien se polliniser avec les copains, plus ils ont tendance à redevenir sauvages, à se dédomestiquer.
Et donc, la pomme qui se croise vachement, en fait, elle a tendance à donner, le semis a tendance à donner une pomme plus sauvage, c'est-à-dire plus petite, plus acide, plus épineuse, etc. En fait, c'est le fait d'interagir avec l'arbre et sélectionner les semis qui nous intéressent qui fait qu'on arrive à domestiquer. Voilà. Juste un petit aparté, qui a domestiqué les premières pommes? Les ours, c'est qui? Voilà, c'est les ours dans la vallée du Tianjian qui ont, à force de manger les pommes les plus sucrées, ben, ils ont semé le plus de pommes sucrées. Et il y a une vallée, donc c'est sur les contreforts de l'Himalaya, où il y a ces pommes-là qui sont nées. Et après, les hommes, en montant sur les chevaux par les routes de la soie, les chevaux ont mangé les pommes, et tout le long de la route de la soie, on a ramené ces pommiers, et après on a fini par les greffer, et ainsi de suite. Au Ladakh, tu veux dire? Dans le- Pardon? Dans le Ladakh, tu veux dire, non? Je sais pas. Vallée du Tianjian, c'est tout ce que je connais. Après, là, on connaît encore au Kazakhstan, il y a des vallées. Au Kazakhstan, maintenant, il y a encore des forêts où il y a ces pommes. D'ailleurs, j'ai une pomme du Kazakhstan sur ma ferme. Mais l'origine vient du Tianjin. Donc, je sais pas. Pour moi, c'est en Chine, mais ça fait longtemps que j'ai pas relu ces études-là. Euh, et maintenant, on a plein d'autres raisons modernes pour greffer. Donc, la première, c'est tout simplement préserver la variété. Et il y a plein d'autres raisons. Une raison, c'est contrôler la taille de l'arbre. Donc la plupart des greffes qu'on fait aujourd'hui, c'est pour affaiblir les arbres. C'est parce qu'on ne veut pas des arbres trop grands, on veut des arbres qui soient un peu plus petits. Du coup, ils vont mettre à fruit plus rapidement. La mise à fruit est liée en fait à un ralentissement de la croissance de l'arbre. Et voilà, et c'est super intéressant d'avoir des arbres petits parce que mise à fruit rapide, plus facile à mécaniser. Et surtout des rangées standards, c'est-à-dire que tous les arbres font à peu près la même taille. Ce qui veut dire que la partie aérienne, elle est clonée, la partie racinaire, elle est clonée. Avec les problèmes qui vont avec. Mais pas que. Par exemple, nous en pépinière, on utilise le M7, qui est un clone qui fait des arbres de moyenne taille, mais le M7 est quand même assez résistant à la sécheresse. Donc quand on compare le M7 avec un pommier qui va être greffé sur franc, greffé sur franc, ça veut dire en gros un pommier qui est greffé sur un pommier sauvage. Pommier sauvage qui est censé être super vigoureux. On va avoir à peu près la même vigueur sur les deux arbres en conditions sèches. Donc il y a des avantages et des inconvénients. Il y a plein d'autres raisons. Il y a la résistance aux maladies, on l'a dit. La résistance au gel pour les agrumes, c'est quelque chose qu'on regarde énormément. La tolérance au calcaire, ce qu'on va regarder pour les pêches, qu'on va regarder pour les agrumes, etc. Et pour la qualité des fruits, j'en reviens à Marlène, ta question de tout à l'heure, je ne t'ai pas oublié. Le porte-greffe peut influencer un peu le calibre de fruits, le taux de sucre, le taux de certains minéraux, etc. Voilà, ça influence un peu sur tout ça. Je regarde si j'ai rien oublié. Hop. Voilà. Donc maintenant, vous savez pourquoi on greffe. Je veux dire en deux mots pourquoi on greffe. Je ne vais pas aller forcément dans les détails. Donc si vous voulez qu'on revienne là-dessus, on le fera après la conférence. Je serai ravi, j'ai pris mes outils, etc. Mais là, je vous ai fait une liste des 4-5 techniques qui suffisent, dans 95% des cas, à greffer tout ce que vous voulez. Voilà, si vous connaissez ces petites techniques-là. Donc c'est en gros comment on va emboîter les bouts de bois entre eux. J'ai oublié de définir la greffe, ça serait pas mal que je la définisse, non? Ah ouais. La greffe peut être définie comme la fusion naturelle ou volontaire de deux parties végétales, de sorte qu'une continuité vasculaire fonctionnelle s'établit entre les deux plantes. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on met deux végétaux l'un à côté de l'autre, il faut qu'on ait une continuité vasculaire, c'est-à-dire que la sève peut passer de l'un à l'autre, que ce soit fonctionnel, c'est-à-dire que la partie aérienne ou la partie racinaire fonctionne. Il n'y a pas forcément toujours une partie racinaire et une partie aérienne dans la greffe. On peut avoir des greffes entre racines, on peut avoir une greffe entre deux parties aériennes, deux arbres qui se croisent. On peut avoir un arbre qui se greffe sur lui-même. Mais on va avoir la sève qui va circuler d'un de l'autre. Vas-y. Du coup, la génétique, elle est la même partout? Est-ce que la génétique est la même partout?
Là, je pense que vous voyez tous ici les différences de couleurs. Voilà. La, en bas, c'est un cerisier Sainte-Lucie, donc un espèce de petit cerisier sauvage. En haut, c'est un cerisier. Et la greffe qui a été faite, c'est une greffe comme ça. C'est un petit écusson qui a été posé un jour ici. Là, on voit la marque, on voit une petite cicatrice. Cet écusson a poussé, l'arbre a grossi. Mais en haut, on n'a que du cerisier domestique. Et en dessous, tu n'as que du Sainte-Lucie. Tu n'as pas d'échange de matériel génétique, c'est-à-dire que chaque cellule là a son rapport génétique. Pierre-Yves, si tu me sors le coup des hybrides, voilà, t'es pas obligé. Je te connais par cœur. Voilà. Mais en gros, on considère que pendant la greffe, tu n'as jamais d'hybridation. Voilà. Effectivement, tu as de rares cas qui existent à l'interface. Ça, c'est des choses que tu vois en laboratoire en tant que greffeur amateur, sauvage ou ce genre de choses. Tu le verras normalement jamais. T'es d'accord? Bon. Oui. Il y a un rare cas de greffe naturelle entre deux genres différents de légumineuses. Ouais. Qui a donné un hybride avec donc, sur le porte-greffe des fruits et des fleurs qui relèvent du greffe. La Bornocytisus. Exactement. Ah, je connais pas du tout. C'est génial. Et c'est où ça s'est passé, ça? Et ça s'est passé aussi entre aubépine et néflier. Non, ce cas-là, je crois que il est controversé. Et controversé. Ouais. La Durban, c'est un genre reconnu botaniquement. Ouais, ouais. C'est un hybride entre la Durban et la Citrus. C'est trop classe. Mais du coup, c'est une occurrence aléatoire sur des milliers d'années naturelle ou... Ok. Je crois que c'est naturel. Ouais, ouais. Je ne suis pas certain de l'origine. Ouais, ouais. Parce que le coup de l'aubépine et du néflier, il est assez connu, mais je crois que ce cas-là, on pense plutôt que c'est un néflier domestiqué qui a une gueule d'aubépine. Tu vois ce que je veux dire? Mais on peut en reparler si tu retrouves ta source, parce que moi je pense à un truc et dans ce cas-là, en fait, c'était un certain néflier qui était utilisé en porte-greffe et qu'on a pris pour un hybride aubépine. En tout cas, les deux sont très proches, il y a de grandes chances qu'ils s'hybrident facilement. Petite question, j'ai cru voir quand tu remontes sur Saumon là, Mm. un pain qui a comme s'il y avait un châtaignier, tu vois, en porte-greffe, et un pain en greffon. Alors ça, je pense, donc et tu as cru voir, je répète pour avoir le sang, tu as cru voir un pain greffé sur un châtaignier. Est-ce que naturellement, Alors ça, il me faudrait un gros niveau de preuve pour que j'y croie. Parce que les deux essences sont vraiment très loin génétiquement. Donc, c'est un pain peut-être. ouais, ouais. Et pour moi, l'hypothèse la plus simple, c'est une souche de châtaignier ou un truc comme ça. Et là, le pain a poussé au milieu et il se gêne. Je vois vraiment pas de. Ouais, ouais. Mais je pourrais te montrer le point GPS. Avec grand plaisir. Mais est-ce que naturellement, sans l'intervention de l'homme, Ouais. Tout à fait, tout à fait. Il y a des arbres qui adorent se greffer. Genre le thé qui prend le vent, il a trouvé un mécanisme pour lutter contre le vent, il se greffe. Voilà, meilleure résistance mécanique. Il y en a qui font ce choix-là, il y en a qui font d'autres choix. Et ça existe. Pour se la péter, on appelle ça une anastomose. Voilà, retenez-le, ça peut servir. Donc ça, c'est comment on emboîte. Voilà, vous apprenez à emboîter, et celles-là sont très bien. Mais il faut aussi il faut avoir quelques notions, il ne faut pas emboîter n'importe où. Et il faut parler un poil de physiologie de la greffe. Donc, je vous montre juste. Je fais un petit zoom là, donc ça c'est un morceau de bois là qu'on va couper comme ça et qu'on va regarder de face. Et ça, c'est ce qu'on appelle vulgairement l'écorce. C'est pas l'écorce, en vrai l'écorce c'est juste cette partie-là, mais le grand public, on appelle ça l'écorce, c'est-à-dire c'est la partie. Au printemps, si on met un petit coup de couteau, c'est la partie qui s'épluche facilement. Et là, c'est ce qu'on appelle le bois, c'est ce qui est derrière. Pareil, c'est pas le vrai mot, mais ça suffit pour aujourd'hui. Donc ça, c'est la partie qui se décolle, et vous voyez, hop, il y a une strie, plein de stries. Et si on compte le nombre de stries ici, vous savez, on aime bien compter l'âge des arbres en les coupant. Et bien, si vous comptez le nombre de stries ici, normalement, vous avez le même nombre de stries des deux côtés. Pourquoi il y a le même nombre de stries des deux côtés? Parce que en fait, l'arbre, il pousse par là. Donc, vous voyez, c'est une ligne, on la distingue, cette ligne, parce que c'est l'interface entre les deux. Mais en vrai, il y a quelque chose là-dedans. Il y a une
couche très fine de quelques cellules qu'on appelle le cambium. Et voilà. Et d'un côté, en fait, c'est des cellules qui passent leur temps à se diviser, à pousser, et quand elles se retrouvent au contact du xylème, elles vont faire du xylème, et quand elles se retrouvent au contact du libère, elles font du libère. Et chaque année, elles ont un moment où elles vont bien croître, plus calmer, ou bien croître, plus calmer. À peu près en général, ça se passe comme ça. Et donc, on rajoute chaque année une couche de libère et une couche de xylème. Et ça explique pourquoi les arbres sont craquelés. Si vous regardez un arbre vieux, en fait, vu qu'il pousse depuis derrière son écorce, ben à force, ça craquelle. Si on cumule les années et les raisons. Et cette couche-là, en fait, elle est responsable de la croissance de l'arbre en largeur et au recouvrement des plaies. Je vais vous montrer. Vous pourrez venir voir après la conférence, mais je me suis amusé à aller découper une fenêtre, enlever cette écorce et aller jusqu'au cambium. Et là, cette expérience, elle me sert à voir, en fonction du traitement que j'applique, qu'est-ce qui va donner le meilleur recouvrement de plaies. Donc, quand on ne fait rien, ben, on a un recouvrement qui n'est pas terrible. Il vient par l'extérieur. C'est-à-dire par l'endroit où le cambium est encore vivant. Ça va ressembler à ça. Vous voyez, le cambium est encore vivant. Derrière, là où il y a de l'écorce. Donc, l'arbre va pouvoir pousser par ce côté-là et aller recouvrir la plaie. Et ici et là, on a un recouvrement qui est total. Là, c'est simple, c'est du scotch d'électricien. Tout simplement, j'ai enfermé la plaie dans du scotch électricien. Et celle-là, c'est du mastic. En fait, ce cambium, tant qu'on le garde vivant, il peut pousser, il peut faire n'importe quel tissu. Donc pour le garder vivant, il faut le garder humide et qu'il ne prenne pas trop la lumière directe du soleil. En gros, il ne faut pas qu'il sèche, il ne faut pas qu'il meure. Donc pour ça, on a plein de méthodes. Il y a des sauvages qui vont enterrer leur plaie dans de la terre humide ou du sable ou des trucs comme ça. Des gens plus modernes qui utilisent du mastic ou des élastobandes ou du plastique. Mais tous les moyens sont bons. Et pour greffer, en fait, c'est très simple. Greffer, c'est faire une plaie sur un porte-greffe, une plaie sur un greffon. On met les cambiums assez proches l'un de l'autre. Et normalement, les cambiums, ils vont réagir, les deux, celui du porte-greffe et du greffon, ils vont faire un cal. Le cal, c'est ces fameuses cellules qui poussent. Et lorsque les cals se rencontrent, s'ils sont compatibles, ils se transforment en cellules, la cellule la plus proche adjacente, et il reconstruit les cellules spécialisées, et il y a une continuité physiologique qui se crée. Donc vous voyez, là c'est une greffe, donc j'ai fait des dessins, autant les utiliser. Donc si on coupe cette greffe-là, pouf, et qu'on la regarde, vue de dessus, une quinzaine de jours après la greffe, on va voir que l'espace entre le greffon et le porte-greffe, donc vous voyez, ça c'est la partie greffon, c'est la partie qui est là, et là, de part et d'autre, c'est la partie porte-greffe. Donc si on la coupe et qu'on la regarde du dessus, on va voir, elle va se remplir de cal, de ces cellules cambiales. À la fin de la conférence, vous pourrez regarder, il y a des jolis dessins coloriés. Donc ça, c'est une quinzaine de jours après. Et là, dans cette expérience, ils sont amusés à regarder une vingtaine de jours après. C'est à peu près le temps qu'il faut pour qu'une greffe soit fonctionnelle. Donc, c'est-à-dire fonctionnelle, on voit les bourgeons qui commencent à démarrer. Et là, les cellules cambiales se sont transformées et elles ont reconstitué les tissus qui manquaient. Voilà. Donc maintenant, vous savez greffer. Il suffit juste de coller du cambium et les cambiums du porte-greffe et du greffon entre eux et les laisser faire et la greffe fonctionne. Facile, hein? Oui? Est-ce qu'il y a des moments de l'année qui sont favorables à une greffe? Bien sûr, voilà. Donc on approfondira tout ça à la fin de la conférence avec grand plaisir. Mais pour répondre quand même à ta question, ce qu'on veut, c'est que le végétal soit capable de s'exprimer. Donc on veut que le cambium puisse pousser. Donc si c'est en plein hiver, normalement, il ne se passe pas grand-chose. Donc les greffes peuvent prendre, mais c'est plus difficile. Si tu fais ça au moment où le végétal pousse énormément, tu as tendance à avoir une surréaction du porte-greffe et tu vas avoir quelque chose qui ressemble à ça. C'est-à-dire que le cambium s'exprime tellement fort qu'il recouvre rapidement
et il expulse ton greffon. Ton greffon n'a pas le temps de coller. Donc on évite les moments où l'arbre est, on va dire en montée de sève, est trop fort en sève, et les moments où donc tu vas viser les montées de sève ou les descentes de sève. En général, c'est ça qu'on dit. C'est le moment où les arbres, soit ils démarrent, soit ils se calment. C'est ça qu'on vise. Et après, il y a des techniques. Il y a des techniques qu'on préfère pour certaines essences, à certains moments, qui sont faites de manière empirique, de manière locale. Voilà, il y a des endroits où on préfère faire les fentes pour les pommes et les écussons pour les amandes, qui sont liés à différentes choses. Mais en théorie, si tu respectes ces 2-3 règles-là, tout est possible. Donc ça y est, vous savez greffer. Mais il faut parler de fruitier sauvage. J'adore cette photo parce que je trouve qu'elle exprime bien ce que c'est la greffe sur fruitier sauvage. On voit le pourtour qui est de chez nous, on voit du chêne vert, on voit du cyste, on voit du cynorrhodon, etc., du filaire, de l'inule visqueuse, on voit du sec. Et là, on a un nashi, le nashi qui est une poire japonaise, greffée sur un poirier à feuilles d'amandier. Et on voit que cet arbre-là, en conditions assez sèches, il arrive à porter du fruit. Et je trouve ça magique. Si on avait voulu mettre un arbre de pépinière juste à côté, il aurait fallu beaucoup plus de ça pour avoir le même résultat. Donc là, à chaque fois, je vous mettrai quelques photos. Là-haut, c'est une pomme greffée sur un poirier à feuilles d'amandier. Quelque chose qui marchouille à peu près chez nous. Là, c'est Mirabelle de Nancy sur un prunelier. Voilà, donc la greffe sur fruitier sauvage, permet. Donc l'idée, c'est on profite du système racinaire qui est déjà en place. Donc on a un arbre qui a déjà cette puissance-là. On peut profiter d'un arbre déjà formé, c'est-à-dire si on a un arbre qui est déjà 4, 5, 6, 12 charpentières, ou voilà, on peut s'amuser à aller greffer ces charpentières. Et comme ça, on a un arbre qui est déjà formé. Dans quelques années, pouf, on n'a pas besoin de retailler l'arbre. On a des arbres autonomes. Je mets des guillemets parce que on va quand même mettre une variété domestique sur quelque chose de sauvage. Donc il y a des endroits extrêmes où, par exemple, le Sainte-Lucie, il fait déjà la gueule parce que c'est un peu sec. Si on lui met une cerise, une burlin, on peut lui faire franchir le cap de « là, j'en peux plus, il fait trop sec ». Et voilà. Donc, dans la plupart des cas, on a des arbres qui sont 100% autonomes et dans certains cas, ils vont quand même demander un peu d'arrosage. Je trouve que c'est le meilleur rapport entretien-récolte. Et en tout cas, on a une mise à fruits rapide. On a entre 2 et 3 ans, on a les premiers fruits sur les greffes sur sauvage. Petite différence, là je vous montre, vous voyez ça c'est je crois que c'est la cuisse de nonne sur un prunelier au milieu d'un roncier. Donc l'arbre n'a pas été super entretenu, mais quand même on a de la fructification. Et il y a quand même des petites différences. Donc pour ceux qui ont l'habitude de greffer en pépinière ou qui ont voilà, qui rentrent sur la greffe sur sauvage en pépinière, il y a des petites questions qu'il faut se poser. C'est que des fois on tombe sur des arbres qui sont gros. Et en pépinière, on a l'habitude de couper un arbre à ras et de lui mettre un greffon. Quand on a un arbre gros, on peut le greffer différemment. Les arbres ne sont pas irrigués, donc c'est-à-dire on ne maîtrise pas du tout les flux de sève. Donc une greffe qu'on peut avoir l'habitude de faire en pépinière, typiquement une greffe en écusson où on veut venir soulever l'écorce en plein été, en sauvage on ne va pas pouvoir le faire parce que l'arbre il sera tout simplement pas en sève. Donc les flux de sève ne sont pas prévisibles. Les systèmes racinaires sont intacts, donc ça veut dire aussi que les arbres sont très puissants, très vigoureux. La génétique est aléatoire, c'est-à-dire que deux arbres à côté n'auront pas le même comportement. Ça veut dire qu'il va falloir savoir lire votre arbre. Et ils ont survécu. Ça, c'est un point important. C'est un des risques des expériences qu'on fait tout à l'heure, qu'on verra tout à l'heure. Nous, on trouve ça incroyable de greffer des arbres et d'avoir des résultats magnifiques. Mais il y a un risque, c'est qu'en fait, c'est le hasard complet qui fasse que ces arbres-là marchent bien. C'est parce qu'en fait, on oublie peut-être les milliers d'autres arbres qui ont poussé mais qui sont morts.
Et du coup, nous, forcément, on tombe sur un arbre qui a survécu, et on se dit, ouais, trop bien, je vais greffer dessus, mais forcément, cet arbre-là va donner de bons résultats parce que cet arbre a eu la chance d'être au bon endroit. Et peut-être que 2 mètres après, le même arbre aurait germé. Voilà. J'espère que c'est autre chose, que ces arbres, que la greffe sur fruitier sauvage est intéressante pour d'autres raisons, mais c'est un des risques. Voilà. Et je vous montre à quoi ça ressemble de greffer des sauvages. Donc voilà, ça c'est un stage d'il y a 1 an pile à peu près. Pile à peu près, c'est génial. Donc vous voyez, c'est un Sainte-Lucie. On n'est pas allé faire juste couper le tronc et greffer le tronc. Bon, on est en stage, donc le but c'est de pratiquer la greffe, donc on va faire quand même beaucoup de greffes. Et vous voyez là, je sais pas, à vue de nez, il y a 10 branches greffées. Ça, c'est le 1er avril, donc c'est pas une blague, et c'est 1 mois après. On voit que les greffons débourrent, pouf. Et le 16 mai. Donc vous voyez, on a gardé. Il faut imaginer le Sainte-Lucie, la tête qu'il avait avant d'être greffé. C'était une boule. Et vous voyez là, donc on est un peu plus de 2 mois après. On a cette forme-là. Sauf que c'est plus du Sainte-Lucie, c'est du cerisier. C'est trop bien. Et j'ai pas la photo d'après, mais il faudrait. Ok, maintenant, fruit de la résilience. Donc vous savez greffer. Vous voyez un peu la particularité de la greffe sur sauvage. Et maintenant, pourquoi on va mettre de la recherche là-dedans? Pourquoi on ne fait pas tout simplement... pourquoi on ne dit pas juste aux gens, c'est super la greffe sur fruitier sauvage, faites ça. Donc vous allez voir un peu les questions qu'on a eu envie de se poser. Et voilà. Voilà. Alors, je fais rapide parce que j'ai déjà dit. Donc il y a eu un certain domaine des arts esquiers, vous pouvez lever la main, qui est dans le projet depuis le début, qui va faire des expériences chez lui. Il y a une certaine pépinière du Pointe-Clé qu'il fait. Voilà. Il y a... ouais, voilà. Je vais expliquer. Ouais, dans le projet, on a un volet qui est vraiment expérimental. Donc là, on va on va tester des trucs. Donc c'est ce qui va se faire sur certaines parcelles. Il y a un volet qui est participatif. C'est là où on va réunir des gens et on va faire les pratiquer soit chez ces gens-là, soit c'est les gens qui font partie du projet qui vont venir s'amuser à greffer sur les terrains. Et il y a un volet diffusion où on communique. Donc dans les partenaires, je vous ai parlé des 2 là-bas. Allez, à l'interface entre participatif et diffusion, on a le Civum Bio 34 qui va nous aider parce ils connaissent beaucoup d'agriculteurs, donc ils peuvent recruter beaucoup d'agriculteurs chez qui on va pouvoir faire des expérimentations. Et ils nous aident à diffuser parmi leur liste de diffusion. Le Pays Cœur d'Hérault qui nous soutient depuis le début, donc de manière financière, mais aussi par la diffusion de nos résultats. J'en ai pas encore parlé parce qu'on travaille avec le groupement de recherche en agriculture biologique, donc le GRAB à Avignon, qui font des expériences un peu similaires aux nôtres, et du coup qui est intéressé pour voir ce qu'on faisait. Et en gros, c'est eux qui sont notre quotient scientifique, qui nous proposent les protocoles, et qui après nous feront les mathématiques pour nous dire ouais, effectivement, là, ce que vous avez, c'est pas du hasard, ou pas. Ou alors c'est nul ce que vous faites. Ils vont peut-être nous dire ça à la fin, j'espère pas. Pays Arbres, vous les connaissez, mais ils nous aident à recruter beaucoup d'agriculteurs chez qui on va pouvoir greffer, et notamment à travers leur programme Hérolté, donc ils plantent 12 000 arbres par an. Et ces 12 000 arbres par an, dans le lot, il y en a, allez, on va dire plusieurs centaines qui sont des fruitiers sauvages. Donc ce qui nous intéresse, c'est leur protocole d'implantation d'arbres fruitiers, parce qu'ils plantent des tout petits plants, et pour les mettre dans des... Et ce qui nous intéresse, c'est voir est-ce que ce protocole fonctionne bien, il fonctionne quand même assez pas mal, et pourquoi pas aller greffer dans ces fameuses haies, et voir est-ce que c'est un bon itinéraire pour implanter des arbres fruitiers, un peu comme des fruitiers sauvages. Donc Pays Arbres nous sert vachement là-dedans, et ils ont aussi une pépinière associative. Donc sur cette pépinière associative, on peut faire des essais. et sur la diffusion. Et moi, en tant que point clé, je suis le chef de file de ce projet. Donc c'est-à-dire c'est moi qui vais sur le terrain faire pas mal de greffes, et qui vais surtout relever les données, mesurer les arbres, etc. Voilà, et les financeurs, je vous en ai déjà parlé.
Dans le volet participatif, on a un groupe de greffeurs fous. Ceux qui sont greffeurs fous, oula, je suis en train de faire tomber mon micro. Vous pouvez lever la main. Tiens, Pierre-Yves, toi aussi dans le groupe. Donc, les greffeurs fous, je ne sais pas comment ce nom a satisfait tout le monde, mais bon. On est une cinquantaine dans un groupe WhatsApp où on discute et on essaie de monter en compétence sur des choses intéressantes. On crée une émulsion. Et notamment, là, il y a Romain qui a décidé de s'amuser sur le chêne vert à gland doux, etc. Donc, on va essayer d'avoir ces compétences-là, de maîtriser la greffe sur chêne, qui est une greffe qu'on ne connaît pas et qui a l'air vraiment particulière. Vous pourrez le titiller à la fin de la conférence pour savoir ce qu'il a fait. Et pareil, on avait la greffe sur pistachier Vera qui fonctionne sur Terebent, mais on ne savait pas la faire. Et l'année dernière, notamment Pierre-Yves, tu nous avais dégoté quelqu'un qui savait faire. Et je crois que c'est Jason qui a essayé et qui a fini par en réussir parce qu'on avait trouvé les bonnes clés. Et je vous donne la clé maintenant, là je suis généreux. Le Terebent, il faut le rabattre très fort pour qu'il rejette. Et c'est sur ces rejets-là qu'on va greffer. Et il faut le greffer au moment où il a une pousse. Le Terebent, il fait des successions de pousses. Un coup, il pousse, il a les feuilles un peu rouges, molles. Il s'arrête, il pousse, feuilles rouges molles, il s'arrête, il pousse. Et voilà. Et il faut repérer à chaque fois qu'il a envie de pousser. Et là, on va essayer de poser des écussons. Et malgré ça, c'est quand même une greffe qui a l'air super compliquée. Et voilà. Mais en tout cas, on est passé de on sait que ça fonctionne, mais on ne sait pas faire, à on sait que ça fonctionne et il y en a quelques-uns qui ont réussi à le faire. Voilà. En tout cas, dans ce groupe de greffeurs fous, c'est des gens qu'on mobilise de temps en temps pour aller faire des expérimentations. Et là, vous voyez, on est en train de tracer les lignes de plantation pour un verger chez quelqu'un qui expérimente. Et voilà. Dans le côté diffusion, sur le site internet, vous régulièrement du point clé, moi régulièrement, pour l'instant j'en ai fait une fois, je fais des articles de vulgarisation. Je me suis amusé à éplucher la littérature scientifique autour des mystères de la compatibilité de la greffe, pardon. Et j'aurai pas le temps de développer là, peut-être dans les questions après, et essayer de comprendre pourquoi il y a des choses qui fonctionnent et des choses qui ne fonctionnent pas, alors qu'elles sont très proches génétiquement ou pas, etc. Voilà. Et donc, typiquement, il y a des sujets il y a des questions auxquelles on se pose régulièrement. Voilà, par exemple, le coût de où est-ce qu'on prend le greffon, etc. Et grâce au projet, maintenant, j'ai un peu de temps de faire la biblio, donc je me permets d'éplucher la biblio, et quand j'ai les résultats, je fais un petit article qui résume tout ça. Et à travers le projet, on fait des visites, donc on va visiter des parcelles test, donc par exemple chez Pierre-Yves Petit ou chez Émilie au Point-Clé, et où il y a eu des activités. Et bien sûr, parmi tout ce qui est diffusion, mais il y a la conférence aujourd'hui, il y a ces magnifiques outils pédagogiques que vous pourrez venir admirer, etc. Et donc dans les expérimentations, vous voyez, là j'ai fait une petite carte de l'Hérault. On a ouvert, donc c'est le CIVAM, Pays Arbres et d'autres collègues qui ont ouvert ça aux particuliers, aux agriculteurs qui voulaient tester d'implanter des vergers sur leurs parcelles. Donc vous voyez là, c'est tous les points qu'on a là. En rouge, là, il y a Pierre-Yves et là-bas Émilie, donc les deux agriculteurs qui sont là depuis le début du projet. En jaune, c'est tous ceux qui ont voulu planter des vergers. Donc tous les terrains ne sont pas optimales pour des conditions rigoureuses expérimentales. C'est-à-dire que des fois, j'ai des arbres, ils ne seront pas du tout sur la même parcelle, ou il sera en bord de terrasse, l'autre contre un mur, etc. Donc ça, j'ai quand même accepté ces projets-là, on est allé faire les plantations, et je ne pourrais pas en tirer de données super intéressantes, mais ça participe à l'engouement pour le projet, et c'est toujours intéressant de voir est-ce que quand même à des endroits, on arrive à implanter des arbres. Et en vert, ça c'est des haies. Donc c'est des planteurs de haies depuis X années avec Pays Arbres qui ont bien voulu me prêter leurs haies pour que j'aille faire des greffes chez eux. Donc vous voyez, ça fait quand même énormément d'arbres. Sur les 11 projets planteurs, ça fait 500 arbres. Sur les greffes dans les haies, ça fait une centaine d'arbres à suivre. Et plus si on rajoute Pierre-Yves et la ferme du Point-Clé, ben ça fait quand même beaucoup d'arbres qui sont mis là pour suivre et faire les expérimentations.
Je ne m'étais pas rendu compte que ça faisait autant avant d'écrire cette conférence. Et regardez comment c'est trop beau cette image quand même. À votre avis, pourquoi elles sont un peu en arrondi ces plantations? Ouais, c'est presque de la courbe de niveau. En fait, ça peut pas être de la courbe de niveau parce qu'elles sont parallèles. C'est ce qu'on appelle le keyline design. En gros, c'est un motif qui permet. L'idée, c'est on est légèrement en courbe de niveau, mais en fait, on a une légère pente. C'est-à-dire que l'eau, quand elle va ruisseler, elle va suivre là le travail du sol qui a été fait, et elle va se concentrer à un endroit sur la parcelle qu'on a estimé un peu sec, etc. Donc l'idée, c'est de ralentir, répartir, infiltrer l'eau dans le paysage, etc. Surtout, c'est joli. C'est. Ouais, Saint-Pons. Donc vous voyez, quelques diapos avant, on avait piqueté là, avec le groupe des fruits de la résilience, là, avec la Farfou. Et ça, c'est le collègue, il a passé un coup de tracteur et il est allé. Donc vous voyez, chaque plan là, tous les 5 mètres, c'est un des petits plans qu'on a essayé de mettre dans le cadre des fruits de la résilience. Voilà. Donc nos hypothèses de travail, elles ne sont pas immenses. La première, c'est pourquoi les arbres fruitiers sauvages sont incroyables, c'est parce que leur système racinaire n'a jamais été abîmé, n'a jamais été coupé, n'a jamais été contraint. Donc la question derrière tout ça, c'est est-ce qu'on peut essayer d'implanter des arbres sans péter le racinaire? Donc bien sûr, on va tester plein de méthodes différentes. On va tester le semis en place. Avec la contrainte du semis en place, c'est que c'est très minutieux. Et vous voyez la parcelle d'avant. Si on met un semis en place et que si les semis ne sont pas bien suivis, s'il fait chaud, ils peuvent sécher. S'il y a un petit blaireau ou n'importe quoi qui passe, ils se font grignoter, etc. Donc ça va être des choses qu'on va mesurer. Donc on essaye ça, le semis en place. On essaye aussi de faire pré-germer en godet pour après les mettre en place, comme la méthode Paul Moré, Baramine, etc. On la connaît, on va la tester bien sûr. Oui, on la connaît, la bouteille en plastique, le pack de lait, etc. Ouais, c'est des choses qu'on va tenter sur les terrains. Donc vous voyez, ça c'est récolte de poires à feuilles d'amandier, extraction des graines, séchage, mise en jauge, entretien. Donc vous voyez, dans du sable, et après repiquer en godet. C'est du travail. Donc imaginez ça avec les pommes, avec les amandes, avec les prunes, et ainsi de suite. Et on va le comparer avec d'autres itinéraires. Donc il y a un autre itinéraire, donc c'est ces mêmes plans, mais on les sème en pleine terre. Et au bout d'une saison, on va les planter en plein champ. Et on pense en fait que celui-là, là-haut, c'est le meilleur itinéraire, mais qui est compliqué à mettre en place si on demande aux agriculteurs de le faire. C'est-à-dire que souvent, on a des agriculteurs, ils sont maraîchers, ils sont quelque chose à côté, et aller surveiller que le lapin n'a pas fait tomber la petite bouteille ou la petite protection pour grignoter. Donc, on va comparer tout ça. On pense que celui-là, donc, fournir des plants d'un an, c'est facile à faire. Par contre, le racinaire a été déjà coupé une fois. Et on compare ça, bien sûr, à l'itinéraire classique. Donc, l'itinéraire classique de pépinière, c'est on fait germer plein de graines sur quelques mètres carrés. Tout pousse. On le déterre, on le met en ligne. On le greffe. Puis, on le met en pleine terre. Donc, en gros, on va comparer 0 transplantation, 1 transplantation et 2 transplantations. Donc ça, c'est les itinéraires qu'on teste. Et on fait ça, par exemple, pour le poirier, on va essayer de comparer le poirier Kirschensaler, qui est un poirier qu'on utilise de manière assez classique en pépinière, qui est un poirier assez vigoureux. On teste avec le Pyraster. Le Pyraster, c'est un poirier sauvage du nord de l'Europe, avec des guillemets, mais qu'on arrive à trouver dans la région. Et bien sûr, notre Pyrrhus spinosa, qui est notre poirier à feuilles d'amandier local qu'on adore, et pour comparer. Après, il y a une autre question qu'on se pose. C'est quel est le meilleur moment pour greffer l'arbre? Vous voyez, un arbre, au début, ça pousse tout doucement. Je parle d'un arbre en milieu sauvage. Au début, il galère, il a de la concurrence avec le roncier, l'herbe qui est à côté, etc. Donc son premier stade de vie, avant qu'il fasse ça, des fois, ça peut prendre 10-15 ans en sauvage. Donc, il y a un moment où, en général, il se plaît bien, et là, c'est le moment où il pousse. Grande vigueur, pour atteindre sa taille maximale. Et puis là, il peut ralentir un peu sa croissance et atteindre au stade sénescent. Et la question qu'on se pose, c'est
à quel moment de développement c'est le meilleur moment pour greffer l'arbre? Vous diriez quoi? Pierre, vas-y. C'est en sel. Quand c'est en sel, ouais, mais dans son âge, est-ce qu'il faut attendre 2-3 ans, 4-5 ans? Voilà, mon hypothèse. Attendez, en plus, je vous ai préparé une super animation et j'ai oublié de vous la mettre. Et vous n'imaginez pas le nombre d'heures de travail qu'il faut pour faire ça. Donc, profitez-en, s'il vous plaît. Donc, vous voyez, c'est pour expliquer en fait cette croissance entre guillemets exponentielle des arbres, c'est-à-dire que on peut simplifier, une branche donne deux branches donnent quatre branches donnent 16 branches. C'est le moment où vraiment il y a un boom exponentiel. Et en fait, quand il atteint sa taille maximale, après les rameaux ne croissent plus moins et ils font quasiment que porter du fruit. Je schématise, hein. Et pour moi, notre idée, c'est le meilleur moment pour greffer l'arbre, c'est au moment où l'exponentielle s'emballe. On pense que c'est le meilleur moment. Donc c'est ce qu'on va tester, c'est-à-dire qu'on va suivre des plantations et on va les greffer quand les arbres sont tout petits, quand les arbres sont à cette hauteur et quand les arbres sont très grands. Monsieur, ici? Alors ouais, j'ai un questionnement là-dessus. Donc je suis assez d'accord avec toi sur le greffage au moment où ça part en phase exponentielle, donc un groupe là, la courbe, là. Et aussi, je pense que, alors par exemple, pour un cerisier, greffé sur un 5 Lucie, je me suis posé la question si la surface foliaire et en fait donc la quantité de photosynthèse qui va être faite par des feuilles plus grosses, etc., va pas justement booster aussi la sève en sucre et donc permettre de faire plus de racines. Mais quelle remarque incroyable! Effectivement, donc ça va être la suite. Alors je vous montre juste, j'ai eu trop la chance parce que je suis tombé sur un planteur, donc sur la même parcelle, qui a planté une haie en 2022. Après, il a prolongé, il en a fait une en 2023 et une en 2024. Et à chaque fois avec au moins 7-8 Sainte-Lucie. Donc suffisamment de sujets, il me faut au moins 5 arbres à chaque modalité pour pouvoir statistiquement les comparer les uns avec les autres. Donc j'ai eu la chance que sur la même parcelle, j'ai 2022, 2023, 2024 et à chaque fois j'ai pu faire les 5 sujets. Donc je suis ravi. Après j'ai d'autres parcelles où il n'y a pas ça, mais je vais les suivre pendant 3-4 années. Et le Sainte-Lucie en fait il est super facile parce qu'il pousse vraiment bien. J'aimerais bien trouver la même parcelle avec du poirier à feuilles d'amandier. Mais malheureusement je ne la trouve pas, donc on va la planter, chez quelqu'un. Chez Pierre-Yves, par exemple, on va faire la même chose avec des amandiers. Et voilà, et du coup, on va suivre. Et ça ne veut pas dire que tous les Sainte-Lucie de 2023 font cette taille. Il y en a qui sont beaucoup plus gros, d'autres plus. Il y a une diversité. Donc, je mesure pas. En données, on ne mesure pas que l'âge, on mesure aussi la taille du tronc. C'est notre donnée. Et on va mesurer aussi donc, les Sainte-Lucie que je laisse tranquilles. On va regarder la croissance du tronc de celui que je laisse tranquille par rapport à celui qui a été greffé. Donc on aura plein de données à suivre pour voir quel est le meilleur moment d'être greffé. Et monsieur Petit avait une remarque très intéressante. Et c'est une question qu'on se pose, et notamment pour le poirier à feuilles d'amandier, mais qui est tout à fait légitime pour le cerisier. Donc je la reformule, la question c'est, est-ce que quand je greffe une variété très vigoureuse, en vert, ouais, sur un porte-greffe qui lui ne l'est pas, est-ce que je ne vais pas accélérer sa croissance? Et c'est quelque chose qu'on a tendance à observer en pépinière, là, de manière empirique, c'est-à-dire qu'on a testé le poirier à feuilles d'amandier en pépinière, et on se rend compte que le poirier à feuilles d'amandier en pépinière, il rame. Dès qu'il est assez gros pour être greffé, ben on a testé des greffes dessus. Et là, en un an, pouf, on a des variétés super vigoureuses qui font 1m80. Après, c'est observé de manière empirique en pépinière, c'est pas fait en plein champ, donc c'est des choses qu'on voudrait vérifier. Et donc on se dit, il y a une chance que sur les porte-greffes peu vigoureux, eh bien, peut-être ça vaut le coup de greffer tôt des variétés vigoureuses. Et à l'inverse, sur les porte-greffes vigoureux, les variétés peu vigoureuses, on attend et on les greffe plus tard. Donc là, on a des tests sur 2 poires. On a une poire qu'on a à Soumont qui est super vigoureuse. On a une autre, a priori, on va partir sur la Angelica qui est moins vigoureuse, qui est une très bonne poire aussi. Et on va tester ces deux choses-là. Les porte-greffes Sainte-Lucie, c'est du semis ou de la transplantation? Eh ben, attends, c'est du semis ou Ou de la transplantation? transplantation issue de semis ou transplantation issue de... En tout cas, là sur les essais qu'on a, c'est de la transplantation. Voilà, sur les essais qu'on a là. Dans transplantation, vous dites,
En gros, c'est des semis qui ont eu 1 an. C'est des graines. On essaie de travailler sur du végétal local. Donc, on a quelques pépiniéristes dans le coin qui font du végétal local. Donc, ils vont chercher des graines dans la nature avec un protocole assez rigoureux. Ils vont faire germer ces plants. Après, ils sont mis dans les haies. Donc, il y a 1 an, voilà. Mais c'est quand même c'est issu de graines. C'est pas de la bouture. Mais sur certaines expériences, je vais tester sur des clones. Par exemple, je vais faire cette expérience sur du M7, sur le pommier. Voilà. Donc on aura plein d'expériences. Je vous en montre un dernier qui n'a pas trop de lien avec notre... ouais, bien sûr. Ouais. Non, je l'ai dit tout à l'heure. Qui a un peu moins de lien avec la greffe sur sauvage, mais que je trouvais intéressant. Si je suis tombé sur une publication, c'est des gens qui se sont amusés à aller greffer une feuille sur un plant de patate. Et cette feuille était résistante à un virus. Et en greffant cette feuille, ça a rendu le reste du plant de patate immune au virus. Donc, je me suis dit, imaginons une poire qui est sensible à la moniliose. Si on y greffe une branche résistante, est-ce qu'on peut rendre le reste de l'arbre résistant à la moniliose? Parce qu'on arrive à le reproduire. J'en ai discuté un peu avec les chercheurs, ils y croient pas trop, du grabe. Eux, ils pensent que pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une intergreffe, c'est-à-dire qu'on ait le porte-greffe, la poire résistante. Donc nous, la poire résistante, ça s'appelle Clément. C'est pas moi qui ai choisi. Et après, on va remettre la William. Et la particularité du sujet, c'est qu'il faut que la branche fasse de la photosynthèse pour être résistante. Donc c'est pas juste une intergreffe ou un porte-greffe qui est résistant à un pathogène. Là, pour le coup, ça serait l'idée, c'est une branche qui fait la photosynthèse et qui permet d'envoyer le matériel biochimique qui résiste à la maladie. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de trop plancher sur le sujet. Je n'y connais pas assez de choses en immunité chez les plantes, etc. Donc je fais confiance aux chercheurs sur leur protocole. Mais c'est quelque chose qu'on va tester. J'ai vu une fois un exemple sur un châtaignier. Ouais. Une variété donc, qui était pas résistante au CIMYPS, hein, donc une sorte de greffe non résistante au CIMYPS, était greffée avec une variété résistante au CIMYPS, et le reste des branches, du coup, n'était pas touchées par le CIMYPS. Donc, je me suis posé la question, j'ai regardé l'arbre, j'ai dit, tiens, il y a un truc qui se passe. Il n'y a pas de... Ouais, ça n'a pas été fait par x50, mais je pense que là, on a... J'espère, je trouve ça trop classe comme idée, mais voilà, on va dans un verger ancien qui est en train de se faire ravager par un problème, et si la solution c'est d'aller greffer quelques branches avec une variété vigoureuse, il faut juste savoir, c'est technique hein, de greffer juste une branche et qu'elle reste vivante, parce que le reste de l'arbre a tendance à pousser plus fort, donc ça veut dire qu'il faut quand même maîtriser le reste de l'arbre, le tailler un peu fort, mais en verger productif, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait faisable, et on pourrait imaginer sauver des vergers grâce à des variétés résistantes. Voilà, bon, c'est une hypothèse et ça va mettre longtemps avant qu'on la vérifie, mais je trouve ça fun. Et là, je voulais vous donner un dernier exemple. Voilà, je vous montre parce que ça, c'est quelque chose sur lequel je m'étais amusé avant le projet, mais c'est pour vous montrer ce sur quoi on peut s'amuser. Tu reconnais celui-là? C'est pas celui de ton grand-père, c'est pareil? Voilà. Est-ce que vous voyez un problème avec cet arbre? Oui. C'est quoi? C'est que quand les deux branches vont pousser, à la base, donc le fait qu'il y ait une pousse en épaisseur supplémentaire sur une des deux branches, évidemment, ça va. Alors, c'était pas ça que je voulais voir. Effectivement, ça, c'est quelque chose qu'on déconseille sur la greffe. C'est lorsque vous avez deux branches trop proches, vous avez le problème d'écorce incluse. Vous voyez, c'est qu'il y a les deux écorces qui se rencontrent et l'arbre n'arrive pas à l'expulser, surtout quand l'angle est fermé. Et du coup, vous avez un problème, les maladies qui rentrent, le bois qui pourrit, etc. Et voilà, donc c'est pour ça en général on va essayer de faire vous voyez là c'est un peu plus grand, l'écorce n'a pas réussi à être expulsée, mais on voit que c'est moins pire que le coup d'avant. C'est pas ça. En fait je vous montre, j'ai pris cet exemple parce qu'il est nu etc, mais j'ai les mêmes exemples chez moi. Donc vous voyez ça c'est l'arbre détouré pour qu'on voie, et ça j'ai imaginé la taille de l'arbre avant la greffe. Et la problématique, donc on compte le nombre d'années là, quand j'ai pris la photo, on va compter le nombre minimum d'années depuis la greffe, donc il y a au moins une année, une pousse là, une deuxième pousse là, donc 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans.
Donc c'est compté depuis la photo, donc je ne sais pas, aussi bien, il y a peut-être des années en plus, mais minimum 5 ans. En 5 ans, l'arbre n'a pas retrouvé au moins la taille qu'il avait avant. Je veux dire, il a perdu du potentiel. C'est hyper faible. Pourquoi c'est hyper faible? Il y a une partie de l'écorce qui n'est pas, enfin de l'écorce du cambium qui n'a pas été irriguée, il y a une partie qui a nécrosé dans sur le côté à droite. Peut-être, hein. Une explication? Chola? Ouais, ça c'est une explication. Enfin, c'est la porte qui est levée surtout. Alors, pour moi, c'est vraiment multifactoriel. Aussi bien, c'est juste fait écorcer par une chèvre ou un truc comme ça, et du coup, l'arbre a été affaibli. Moi, chez moi, j'en ai des comme ça aussi. Et je sais qu'il n'y a pas eu de chèvre, il n'y a rien de plus. Et j'explique avec mon super moyen pédagogique. Si vous pouvez faire un petit moment, un interlude musical le temps que je le prépare. Tu chantes pas, Pierre-Yves? Il est beau mon arbre? Ouais, je vous fais rapide, hein. Ça, c'est un modèle d'arbre que je prends surtout pour les stages de taille. Et c'est pour résumer une fonction physiologique de l'arbre qui est déplacer des gros volumes de flotte depuis les racines vers les extrémités. Et en fait, ça simplifie l'arbre en un ensemble de tuyaux qui véhiculent l'eau d'un bout à l'autre. Voilà. Et en taille, je dis... Tadadam. Si je coupe toutes les branches et que j'en laisse que 3, qu'est-ce qui se passe en termes de tuyauterie? Il y a toute la sève qui va dans 3 branches. On est d'accord. L'arbre surréagit. En greffe, imaginons que l'arbre soit capable d'alimenter 500 bourgeons. Mais qu'au moment de la greffe, on lui mette 2 greffons avec 3 bourgeons. Donc au lieu de 500 bourgeons, il n'en a que 6. Qu'est-ce qui se passe dans l'arbre? Comment il réagit? Normalement, ça doit gicler, comme on dit. Normalement, ça doit gicler. Ça gicle. Alors c'est ça, c'est que non, ça gicle. C'est-à-dire que du tronc, ça pousse fort. Des 3 bourgeons, ça pousse très 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 fort. Mais comme on a bien écouté le stage de greffe, on va couper tous les rejets sur le tronc. Parce que dans le stage de greffe, on dit qu'il faut bien couper les rejets du tronc si on veut que la greffe fonctionne. Donc ça veut dire que malgré les 3 bourgeons qu'on a, il n'a pas assez de tuyaux à alimenter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc qu'est-ce qui se passe si l'arbre n'arrive pas quand même physiologiquement à alimenter tous ces tuyaux? Il était censé alimenter 500 tuyaux, il n'en a que 6 alimentés. Donc les tuyaux vont grossir, ils vont compenser l'équivalent de 50 tuyaux, mais on n'est pas encore arrivé à 500. C'est exactement ça. Donc le risque, honnêtement, pour moi, c'est forcément couplé avec d'autres facteurs, c'est-à-dire sécheresse, ça peut être un animal, ça peut être un parasite, etc. Parce qu'on peut très bien sous-greffer un arbre, c'est comme ça que j'appelle ces arbres-là, et s'il y a un été qui n'est pas trop sec, l'année d'après, il rattrape. Ça, j'ai déjà vu, il n'y a pas de problème. Il y a un truc, c'est que dans les tuyaux, souvent on pense à que l'eau elle monte. Ouais. Comme si il y avait une espèce de pression dessous que ça a fait monter. Mais en fait, l'eau elle est aspirée. Ouais, c'est les deux. Et les deux, mais surtout aspirée. Mm. Et aussi que si tu n'as pas beaucoup de feuillage pour fabriquer les sucres nécessaires pour nourrir toutes les racines qui sont dessous, là on est embêté. Donc voilà, le risque, c'est il peut avoir des embolies et il peut avoir en fait tout simplement une perte du bois. C'est ce qu'on peut observer là, c'est-à-dire que le bois de cœur nécrose et il y a une perte de racines. Donc c'est-à-dire qu'on avait avant la greffe un arbre qui avait un potentiel de, allez, je sais pas, 20 ans, peut-être qu'il a mis 20 ans à arriver là. C'est la grosse boule verte que je vous ai montrée. Et après la greffe, en fait, on l'a ramené comme si c'était un arbre qui avait 4-5 ans. Et il va falloir plein d'années avant qu'il pousse. Voilà. Donc la moralité de l'histoire. Une question, est-ce que quand même ça communique, est-ce que c'est une information qu'on lui envoie quand on lui coupe et qu'on lui greffe? Est-ce que lui, il n'a pas la réaction de dire oh là, j'ai plus rien, donc je réduis. Non, et normalement, il a les mécanismes en main de pouvoir pousser fort. Et si on lui
puis, si on lui envoie l'information qu'il n'a plus de branches, qu'il n'en a plus que 3, il y a 3 bourgeons, Ouais. au lieu de 500. Normalement, la réaction de base, c'est de pousser fort. Donc, beaucoup de rejet et beaucoup de pression dans les 3 greffons et une pousse très vigoureuse. Et si vous allez à Celles, le verger de Pays Arbres, je considère que la plupart des arbres qu'on a greffés à Celles sont sous-greffés. Pour autant, Celles, c'est un endroit où le sol est pas mal, il y a une nappe juste en dessous, et en quelques années, on a des belles plaies, on n'a aucun problème. Donc l'arbre a réussi, et je pense qu'ils n'ont pas nécrosé, ils n'ont pas perdu du bois, ils n'ont pas perdu de racines. Peut-être un peu, mais vraiment à peine. Mais les endroits où c'est un peu sec, j'ai l'impression qu'on va avoir ce problème-là. Juste la moralité, du coup, lorsqu'on greffe, tu l'avais dit, Romain, c'est greffer, je ne l'ai pas pris, mais ah ouais, je vous montre. C'est greffer le maximum de branches et mettre le maximum de greffons. Là, je vous montre un arbre, c'est un arbre qui fait plus de 4 mètres de haut, je vous l'ai détouré pour que vous voyez la taille. Et vous voyez, 3 ans après, il fait 2 mètres de plus. Ce que je me suis amusé à faire, en fait, c'est que je suis monté dans l'arbre et j'ai pris une demi-journée entière et aller greffer toutes les branches. Et il doit avoir 45 greffons. Et au lieu d'avoir 3 bourgeons à chaque fois, il y en a peut-être 5, 6, 10, 15, pas de limite. Et je me suis amusé à calculer la formule. Et je suis désolé, mais vous êtes là et vous ne pouvez pas partir. Là. Je peux jamais dire. En fait, c'est simplifié. Mais si on garde cette théorie, la théorie des tuyaux, il faut imaginer qu'à chaque fois qu'il y a une intersection, la surface du tronc se sépare en plein de sous-surface, mais la surface verte est égale à la surface bleue, est égale à la surface jaune. Et de là, on peut en déduire le nombre de bois de l'année qui est capable de faire un arbre en fonction du diamètre du tronc. En fait, on prend cette surface et on regarde la surface du tronc et on se dit, ça correspond à combien de surface de l'année, de bois de l'année. Et en fait, le bois de l'année, c'est le nombre de bourgeons qu'on va greffer sur l'arbre. Donc, si vous savez la surface, vous savez le nombre de bourgeons qui sont capables de partir en beaux greffons comme ça. Et donc, la formule, elle est simple. C'est le diamètre du tronc au carré, ça te fait bien rire, divisé par le diamètre d'un greffon au carré, et ça vous dit le nombre de greffons que l'arbre a envie d'alimenter pour faire des belles branches. Merci. Et je me suis même amusé à le faire, hein. Regardez, là, ça c'est une série de porte-greffes là, que je suis allé greffer, je ne sais plus combien il y en a, une quinzaine. Et il y a la valeur théorique qui est en bleu et la valeur mesurée. Donc c'est ce qu'on devrait obtenir et ça c'est ce que j'ai mesuré. Et on se rend compte que quand je mets moins de bourgeons que la valeur théorique, par exemple il faudrait greffer 20 bourgeons mais j'en ai mis que 10, les diamètres de l'année vont être très gros et ils vont essayer de se rapprocher de la valeur, mais ils ne peuvent pas parce que je n'ai pas mis assez de... Voilà. Et quand j'en ai mis plus, qu'est-ce qui se passe quand on met plus de bourgeons? Je regarde. Non, je n'ai pas. Qu'est-ce qui se passe quand on met plus de bourgeons que ce que la formule en demande? Non. 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 Pardon? Qu'est-ce qu'il fait Regardez, ça c'est un pommier. Il a fait, allez, 50 bourgeons. S'il était resté sur l'arbre, qu'est-ce qu'ils auraient fait ces 50 bourgeons l'année prochaine? 4-5 qui poussent en branche. Et les autres, ils font des fleurs. Ils se transforment en organes fructifères. Donc pour tous les bourgeons que vous mettez en plus de la formule, vous avez des bourgeons qui se transforment en organes fructifères l'année d'après. Donc la formule, elle permet de prévoir le nombre d'organes fructifères que vous aurez l'année d'après. Et ça fonctionne, hein. Je l'ai mesuré à 2 bourgeons près, quoi. Et voilà. Et après, il y a aussi une histoire de maturité sexuelle de l'arbre, etc. Voilà. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que un arbre qui a un joli gabarit, vous pouvez le greffer bien et avoir une mise à fruit en 2 ans, et ça peut arriver à 3 ans. Normalement, il ne faut pas trop s'embêter, et en 3 ans, vous savez que vous avez des fruits, si l'arbre est déjà d'une belle taille. Et il ne faut pas s'embêter avec la formule, il n'y a que des gens comme moi qui font ça, qui vont aller mesurer les arbres avec un pied à coulisse. Mais en gros, vous n'avez pas de limite physiologique pour le nombre de bourgeons que vous pouvez mettre par greffe. Voilà à quoi ça ressemble des arbres greffés. Donc vous voyez, ça c'est un arbre qui doit faire cette taille-là, quoi. Et ben, on n'est pas obligé de lui mettre que 3 bourgeons, on peut lui mettre 4-5 bourgeons, comme ça on a déjà nos charpentières qui sont formées, etc.
Donc, si vous voulez suivre le projet de la résilience, vous allez sur la page du site internet du Point Clé. Il y a une inscription à une newsletter et de temps en temps, je fais des articles où je vulgarise scientifiquement des trucs que j'ai lus. Et si vous voulez pas louper une seule discussion passionnante autour de la greffe de chêne ou de pistachier, etc., on a un groupe WhatsApp sur lequel on échange beaucoup et on se fait des petits rendez-vous entre nous où on va tenter des greffes un peu rigolotes. Le prochain rendez-vous, c'est mercredi matin prochain. Et voilà. Et normalement, je ne me suis pas planté, si vous scannez ce QR code, vous pouvez rentrer directement dans le groupe WhatsApp. Voilà. Et on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup.